Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce dialogue littéraire. Nous sommes aujourd'hui à la médiathèque de Saint-Marc qui nous fait le plaisir de nous recevoir à l'occasion du festival Plus d'images. L'exposition présentée sont des photos du photographe professionnel Dae-Sung Lee qui nous plonge dans le monde des mineurs de soufre. Il dépeint la pénibilité de leur travail et leurs conditions de vie extrêmement difficiles. Dans cette émission, nous retrouvons Mathilde qui nous présentera quelques-uns de ses coups de cœur. Mais avant cela, retour sur deux rencontres qui ont eu lieu à la librairie en compagnie de Romain Puertolas et d'Olivier Rollin. Après l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, Romain Puertolas nous livre son deuxième roman, La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, tout aussi déjanté. Cette fois-ci, il nous raconte l'histoire d'une jeune et jolie factrice parisienne, Providence Dupois. Alors qu'elle s'apprête à partir en Afrique, chercher la petite fille qu'elle aime le plus au monde, un volcan islandais se réveille et paralyse l'ensemble du trafic aérien européen. Commence alors pour elle un voyage exceptionnel qui l'amènera d'aéroport en monastère tibétain. On retrouve tout de suite Romain Puertolas au micro de Laurence. Romain Puertolas, bonjour et bienvenue Bonjour. à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, un livre qui est paru aux éditions Le Dilettante, qui est une fable tendre et loufoque, qui nous conte l'histoire de Providence Dupois, une facteur et non factrice, qui va se retrouver coincée à Orly à cause d'un volcan islandais et qui va décider d'apprendre à voler par elle-même pour aller chercher la petite fille qu'elle aime le plus au monde en Afrique. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce roman? La naissance, en fait, j'avais envie d'écrire une histoire d'amour, une belle histoire d'amour. C'est quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. Et je suis parti sur ce projet. Alors, une histoire d'amour, mais un amour indestructible. Et je voulais transcender un petit peu la relation d'un amour entre un homme et une femme, par exemple, et de prendre cette image de l'amour pour moi qui est infaillible, c'est celui d'une mère pour son enfant. Et là, plus encore, puisque c'est une mère adoptive, c'est une femme qui a choisi d'aller chercher une petite fille. Et Providence Dupois, la facteur, souhaite aider cette petite fille et l'adopter et surtout lui donner cette part de rêve à laquelle tous les enfants du monde entier ont droit, qui s'appelle l'enfance. Et voilà comment est née cette histoire. Et puis il y a le volcan islandais qui a secoué notre paysage aérien. Je voyageais en plus ce jour-là, donc c'est quelque chose qui m'a touché. Et les deux vont essayer de surpasser ces nuages pour se rencontrer. Alors, dans votre roman, on côtoie bien sûr Providence et Zahera, sa petite fille, mais aussi une foule de personnages, tous plus surprenants les uns que les autres, parmi lesquels des moines tibétains qui écoutent Julio Iglesias et qui fabriquent des vêtements en fromage, mais aussi le suprême maître hué, dont il ne faut pas prononcer le nom, et qui peut régler absolument tous les problèmes. Comment est-ce qu'ils sont nés ou comment est-ce qu'ils se sont imposés? Alors j'adore créer des personnages attachants, hein. C'est des personnages qui sont émouvants, qui sont très humains, qui sont très différents, très colorés. Mais en même temps, ils ont tous ce petit point commun ici, c'est que je joue avec le possible et l'impossible. Vous avez ces moines tibétains qui, quand ils ne prient pas, ils écoutent Julio Iglesias, parce qu'ils ont compris que Julio Iglesias véhicule des messages philosophique. Et puis il y a Léo Machin qui est le personnage principal, même plus que la facteur, puisque c'est le contrôleur aérien qui, lui, peut incarner peut-être le rationnel, le pragmatisme. C'est-à-dire que c'est un ingénieur qui est donc très terre-à-terre, mais il va basculer lui aussi du côté de l'impossible et en se disant pourquoi pas, pourquoi il ne serait pas possible de voler en battant des bras. Et c'est lui qui va aider finalement Providence à s'envoler. Alors, La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, c'est votre deuxième roman. Le premier, c'est l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, qui est paru en septembre 2013 et qui a connu un succès phénoménal. Alors aujourd'hui, comment se porte-t-il, le fakir, et quelles vont être ses nouvelles aventures? Le fakir, il se porte très bien, puisque en France, il y a même il y a de nouvelles éditions encore, donc il est toujours en train de sortir. Il sort en livre de poche aussi le 1er avril. Il y avait une BD aussi qui était dans les tuyaux, voilà, alors je ne sais pas où ça en est, mais... Et puis il y a le cinéma. Donc je collabore, je suis co-scénariste
du film. Et donc le projet avance, on va commencer à tourner soit à la fin de l'année, soit l'année prochaine, au début de l'année prochaine. Et voilà, et puis j'ai écrit les 150 premières pages de la suite du Fakir. Donc voilà, je m'amuse à balancer, à alterner entre son enfance et puis ce qui arrive après le Fakir, qui là aussi est une France qui change un petit peu, qui change radicalement, et ça va amener de nouvelles aventures. Poursuivons maintenant avec Olivier Rollin, qui nous raconte l'histoire d'une victime, Alexeï Féodosievitch Vangungem, victime parmi des millions d'autres de la terreur stalinienne. Pendant ces années de camp et jusqu'à la veille de sa mort atroce, il envoyait à sa fille, Éléonora, des dessins, des herbiers, des devinettes. C'est cette correspondance à une enfant qu'il ne reverrait pas qui a décidé Olivier Rollin à enquêter sur le destin de cet homme, le météorologue, titre de son dernier ouvrage. L'auteur nous replonge dans l'histoire de la folie stalinienne et rend hommage à un scientifique et à un père de famille anéanti par l'horreur. Olivier Rollin répond tout de suite aux questions de Laurence. Olivier Rollin, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Le Météorologue, un livre paru aux éditions Seuil Paulsen et qui fait partie de la sélection du prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Alors il s'agit d'une biographie romancée, celle d'Alexeï Féodosievitch Vangungem, un homme qui a vécu en URSS au début du XXe siècle, qui était météorologue et qui a créé le premier service unifié d'hydrologie et de météorologie sur tout le territoire de l'URSS, jusqu'au jour de 1934 où il fut arrêté comme saboteur et devint une victime parmi des millions d'autres de la terreur stalinienne. Alors avant tout, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce personnage ? J'ai un intérêt pour la Russie, enfin, j'ai beaucoup voyagé en Russie depuis plus de 20 ans. Je suis allé à plusieurs reprises dans un endroit qui est un archipel au milieu de la mer Blanche, qui s'appelle les îles Solovki, où il y a un très grand monastère, très beau, très ancien, qui était en même temps une forteresse. Et dans les murs de cette forteresse, et autour aussi un peu, avait été installé le premier camp de ce qui ne s'appelait pas encore le goulag, puisque goulag, ça veut dire direction centrale des camps. Et à ce moment-là, au début, il y avait que celui-là. Bon. Enfin, ça a été le prototype un peu. Donc voilà, je me suis intéressé à ce lieu. Là, j'ai rencontré différentes personnes, et dont une historienne qui m'a montré des tas de documents. Et dans ces documents, il y avait des planches de dessins et d'herbiers, etc., qui étaient envoyés par un des détenus à sa fille. Et puis ensuite, j'y ai pensé, mais enfin, sans plus. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un en Russie qui avait bien connu la fille, mais à l'autre bout de sa vie. C'est-à-dire pas quand elle avait 4 ans, mais quand elle avait plus de 60 ans. Alors ce personnage s'est en quelque sorte imposé à vous, et lorsque vous racontez son destin, à plusieurs reprises, vous vous soulignez le fait qu'il n'est pas un héros, mais un individu moyen, un homme normal, qui ne se pose pas, ou en tout cas peu de questions, malgré ce qui lui arrive. Alors quel a été votre lien à ce personnage que vous auriez peut-être parfois aimé plus révolté ? Oui, je l'aurais aimé plus révolté parce que il aurait été plus admirable, il aurait été plus... Au début, je me disais qu'il aurait été plus romanesque s'il avait été plus révolté. Et puis, progressivement, je me suis dit qu'au fond, c'était ça qui le rendait romanesque, justement, puisqu'il est une pure victime, et en même temps, pas une victime consentante, bien sûr, mais une victime qui ne comprend pas bien ce qui lui arrive. Son drame moral, finalement, est bien plus grand. Alors, il a été arrêté 3 ans avant la Grande Terreur et les exécutions en masse. Il a été exilé, comme vous le disiez, dans le premier goulag, dans les îles Solovki, une prison qui avait en son sein une immense bibliothèque avec 30 000 ouvrages. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet îlot de culture au cœur de cette prison qui allait devenir, peu de temps après, industrie de mort ? Eh bien, je ne peux pas complètement l'expliquer, et aucune explication ne donne complètement raison. Et les gens, les chercheurs russes que j'ai vus n'ont pas plus d'explications définitives que moi. Ce que c'est devenu le goulag ensuite, c'est devenu un système économique en fait. C'est-à-dire ça fournissait une main-d'œuvre esclave immense pour tous les grands travaux, les mines, les infrastructures, etc. Mais ça n'était pas encore devenu un système complètement massif et bétonné et inéluctable, quoi. Donc
S'ajoute à ça le fait que les premiers prisonniers de ce camp ont été donc il y avait énormément d'intellectuels, de savants, d'artistes, d'écrivains, etc., qui amenaient avec eux des livres, parce que la bibliothèque était constituée surtout par les livres qu'amenaient les détenus ou que leur famille leur envoyait. De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Mathilde pour sa sélection de coups de cœur. Bonjour Mathilde. Bonjour Marion. Je crois que tu as préparé une sélection de livres qui t'ont particulièrement marqué. Oui, j'en ai sélectionné 3 pour aujourd'hui. Donc nous allons commencer par Plongée de Christophe Onodibio chez Folio. En fait, le narrateur raconte à son fils la vie de sa mère qui est retrouvée morte sur la plage. Donc c'est vraiment une plongée dans l'intimité de cette femme, du couple. On apprend comment ils se sont rencontrés, leur histoire d'amour. C'est vraiment un roman passionnant où c'est une histoire très émouvante et en même temps, comme on sait que leur histoire d'amour dure très peu de temps et qu'ils le vivent intensément, nous aussi dans la lecture, nous le vivons intensément. Donc je le recommande, Plongée de Christophe Onodibio. Et donc quel est le deuxième livre que tu as sélectionné? Oui, alors là cette fois-ci c'est complètement autre chose. C'est Je vais mourir cette nuit de Fernando Marías chez Babel. Alors là on pourrait qualifier de roman machiavélique. En fait, c'est un homme trafiquant d'art qui est détenu en prison et il écrit une lettre avant de se suicider à l'inspecteur de police qui l'a arrêté. Mais en fait, cette lettre, l'inspecteur de police ne la recevra que 16 ans plus tard. Alors c'est vraiment une vengeance d'une cruauté sans limite. Il a tout utilisé pour que cet inspecteur soit à la fin un moins que rien. Et c'est vraiment palpitant, passionnant et surtout que c'est en forme de... c'est une seule lettre, donc ça se lit assez vite et c'est haletant. Je le conseille, mais âme sensible, s'abstenir. Et alors le dernier livre? Alors nous finissons avec Imaka de Flemming Jensen. Bon, après des romans un peu durs, un roman un petit peu plus léger, mais un vrai coup de cœur. Alors en fait c'est un instituteur danois un petit peu en dépression qui décide de tout quitter et de se faire muter au Groenland. Et là, c'est vraiment, il découvre une nouvelle culture et il revit, c'est vraiment la bonne humeur, la joie de vivre, de l'humour. Pourtant, on est quand même dans des contrées assez hostiles et il y a des situations, c'est très cocasse où on rigole. Par exemple, il y a un moment où les habitants n'ont plus de papier toilette parce que le bateau n'est toujours pas arrivé. Donc là, il faut arriver à trouver des subterfuges pour pouvoir s'essuyer. Et vraiment, je le conseille à lire au coin du feu, c'est super. Je te remercie Mathilde et à bientôt. C'est donc ainsi que se termine notre émission de Dialogue littéraire. Merci beaucoup de nous avoir suivis et nous nous revoyons le mois prochain pour de nouvelles aventures littéraires. D'ici là, bonne lecture et à bientôt!